sur les activités vivrières, notamment les pratiques agraires, sur le territoire du Haut-Maroni. Quelle place elles ont? On va parler aujourd'hui de quelle place ces activités vivrières ont, notamment dans l'alimentation et dans le budget des ménages, dans l'économie qu'on va appeler vivrière. Alors, cette étude, d'où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie d'un constat tiré d'un outil notamment qui s'appelle AgriPag, donc un outil de suivi d'occupation des sols, où on s'est aperçu que depuis plus de 10 ans, l'agriculture vivrière, sous la forme de la pratique de l'abatis brûlis, de l'agriculture itinérante sur brûlis, est présente et se maintient, on verra les données tout à l'heure. On est aussi parti du constat que cette donnée-là, elle ne nous permettait pas d'expliquer concrètement qu'est-ce qui se passait. Ça posait juste la question de « elle est là », mais derrière, comment elle se déroule, on ne savait pas vraiment. Du coup, l'idée, c'était de croiser cette donnée-là avec d'autres données complémentaires. Dans un contexte d'un territoire qui reste isolé, donc pour lequel les activités vivrières, on peut poser l'hypothèse qu'elles jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire. Et voilà. Alors, à partir de ce constat, cette étude a été menée avec plusieurs objectifs. Donc, un premier est d'améliorer les connaissances sur l'agriculture et les pratiques vivrières, sachant qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui ont été produites dans l'écosystème, on va dire. D'analyser les données qui ont été trouvées, de les croiser tout ensemble pour pouvoir proposer une analyse un peu plus poussée et d'essayer de travailler sur la communication de ces résultats. Et au final, on s'est centré dans un premier temps sur le territoire du Haut-Maroni pour pouvoir éventuellement reproduire cette méthodologie sur un territoire un peu plus large. Alors je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il faut savoir que d'abord on a identifié toutes les données qui étaient présentes, celles qui manquaient. Il y a eu des entretiens qui ont été réalisés d'ailleurs avec certaines personnes qui sont venues ici l'an dernier. On a pu formuler un certain nombre d'hypothèses. Pour vérifier si ces hypothèses étaient vraies ou pas, on a formulé des indicateurs. Et à partir de ces indicateurs, il a fallu bien, pour les construire, voir quelles données avaient besoin d'être collectées en externe ou directement sur le terrain. Ensuite, bien sûr, il y a eu tout un travail de traitement de ces données, d'analyse, de bancarisation, pour pouvoir les communiquer dans un système d'information qui, après, serait accessible à d'autres personnes qu'en interne au parc. On verra un peu plus tard en quoi ça consiste. Pour passer rapidement sur les indicateurs qui ont été développés, il y a un certain nombre de champs thématiques sur lesquels ces indicateurs ont été... un certain nombre de champs thématiques que ces indicateurs décrivent. Donc les dynamiques territoriales agraires, avec notamment les précédents d'occupation, la sécurité alimentaire, la macroéconomie, parce que forcément, quand on veut faire des projections sur de la sécurité alimentaire, il faut se poser les questions du marché et de l'économie vivrière, il faut se poser la question de... comment se passe l'économie locale. La microéconomie, là, c'est comment s'arbitre au niveau plus individuel, au niveau du ménage, c'est différentes, comment s'articulent ces activités vivrières et comment elles viennent s'insérer dans cette économie-là. Et bien sûr, la démographie. Alors, globalement, ce qui manquait à collecter comme données, c'était principalement des données sur l'alimentation, pour pouvoir faire développer les indicateurs sur la sécurité alimentaire. Et à la marge, sur les filières d'approvisionnement et les systèmes de production, spécifiquement sur le Olawa, donc les villages qui se situent en amont du Lawa, donc c'est-à-dire en amont de Marivasula. Alors, pour trouver ces différentes données, qu'est-ce qui a été mis en place comme méthodologie? On a trois différentes méthodes d'enquête qui ont été mises en place, donc trois volets d'enquête différents. Un premier qui s'appelle le profil alimentaire, qui visait à décrire un peu qualitativement, mais aussi, on va le voir dedans avec certaines variables quantitatives, à établir un peu comment les personnes consommaient, qu'est-ce qu'elles consommaient qui venait des activités vivrières, qu'est-ce qu'elles consommaient qui était acheté et qui venait de l'économie marchande. Quelles activités vivrières étaient pratiquées et combien de temps on allait passer à pratiquer ces activités vivrières, les activités salariées et quels revenus on allait tirer de ces différentes activités et comment ça s'articulait dans le budget du ménage globalement. Ensuite, le deuxième volet, le rappel des 24 heures.
ça, c'était quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Globalement, on demande ce qu'on a consommé sur les dernières 24 heures. C'est assez rapide, ça permet d'en faire beaucoup et ça permet d'avoir des données quantitatives et une certaine représentativité statistique. Donc, c'est 2 entrées pour croiser les données. Et en dernier, à côté de ce cœur de données, entre guillemets, il y a un peu qualifier les différentes filières d'approvisionnement en faisant des relevés de prix, notamment pour voir quel est le niveau de consommation. Et quelques entretiens, je disais, pour compléter les systèmes de production sur le Olawa, parce qu'il n'y avait pas de données, même si ça ne l'a pas été exhaustif. Les ressources consacrées, donc on est à peu près 12 hommes-mois. Et les zones d'études qui ont été visées, c'était donc le territoire du parc du Haut-Maroni, la délégation territoriale, donc c'est Papaïcheton, Maripasoula, donc c'est toute cette partie, sachant que les activités humaines et vivrières se concentrent principalement ici, sur les bords de rive. Donc ça sera Maripasoula-Bourg, Papaïcheton, les écarts de Loka, Bonneville, Nuassisi pour Papaïcheton et les écarts de Nouveau-Wakapu, Elae, Kayodé et Taluen pour le Olawa. Voilà pour la méthodologie mise en place globalement. Je vais passer directement à la restitution des résultats. Alors, ces résultats, ils sont organisés selon les différentes volets d'études dont je vous ai parlé précédemment. Une première limite à cette présentation, il faut savoir que je n'ai pas forcément eu le temps de traiter toutes les données qui ont été collectées, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, sur le profil alimentaire, il y a plus de 250 variables. Du coup, les analyses vont parfois être localisées sur tout le Haut-Maroni, c'est-à-dire Papaïcheton, Maripasoula, des fois sur certaines localités. Et voilà. Alors, tout d'abord, une première question, qu'est-ce que la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui s'évalue selon 4 grandes composantes. La première, c'est l'accessibilité, donc la capacité de produire à manger ou d'avoir suffisamment d'argent pour en acheter. Ensuite, la disponibilité en quantité suffisante de la nourriture. Ensuite, la qualité, qu'elle soit nutritionnelle ou sanitaire des aliments. Et aussi culturelle, entre guillemets, adaptée à son régime alimentaire. Et la stabilité de tous les points précédents dans le temps. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième petit point de définition, qu'est-ce qu'une activité vivrière? Une activité vivrière, globalement, je la définis, on peut trouver plusieurs définitions, et de toute façon, c'est quelque chose qui est assez plastique, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui va contribuer à la subsistance d'une unité, donc qu'elle soit familiale ou un ménage, selon la société sur laquelle on se place, où on exploite les ressources naturelles directement à partir de procédés artisanaux ou semi-artisanaux. Et en tout cas, ce qui est considéré, c'est que la majorité de la production, et en tout cas l'action de produire, va être faite pour répondre aux besoins de l'unité, et non pas forcément à des besoins marchands, même si, à la marge, on peut avoir des transactions marchandes sur les produits de l'activité vivrière. Sur le Haut-Maroni, elles sont un certain nombre, donc on peut recenser l'artisanat, la cueillette, la chasse, la pêche, l'agriculture, l'agrotransformation. Bonjour. Prenez place, il vous reste des places de devant, c'est parfait. Hop. Sachant que là, on le voit, selon les différentes activités, on va avoir bien sûr une pénétration plus ou moins grande de la marchandisation, entre guillemets, alors que certaines autres vont être plutôt complètement vivrières. Pour illustrer ça, je vais faire un petit topo, un petit focus juste pour certaines activités. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien, par exemple, la pratique de l'abatis dont on va parler beaucoup ici. Il faut juste savoir que les activités vivrières, elles s'étalent sur toute l'année. Ça, c'est un calendrier type des activités vivrières sur le Haut-Maroni. J'ai mixé pour à peu près tout le monde. C'est quelque chose d'assez moyen, entre guillemets. Mais ça va s'adapter selon les endroits. Elles vont s'étaler tout au long de l'année. Il va y avoir une complémentarité entre chasse, pêche, cueillette et la pratique de l'agriculture de l'abatis. La pratique de l'abatis, concrètement, comment ça se passe? On va dans la forêt, on coupe un morceau entre août et novembre. On va le faire sécher, on va le brûler en laissant les troncs sur le sol. On va ensuite planter différentes cultures entre
octobre et janvier, février. Et ensuite, on va étaler des récoltes à partir de février jusqu'à plus de 1 an et demi, voire 2 ans après la plantation pour le manioc ou les bananes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures et c'est un système qui permet d'étaler les récoltes selon les besoins. Ça, c'est pour l'abbati. Deuxième précision, l'abbati, on va l'ouvrir idéalement tous les ans. Alors, c'est pas forcément, ça va varier, mais on va l'ouvrir tous les ans. Donc, ça veut dire et on va l'exploiter pendant 2 à 3 ans. Donc, ça veut dire que théoriquement, on a 2 à 4 abattis simultanément avec des stades divers d'exploitation. Un petit point juste sur les activités vivrières, je vais passer assez rapidement là-dessus. C'est pour parler de l'histoire agraire du territoire, juste pour illustrer plusieurs choses. Les activités vivrières, ce n'est pas quelque chose d'ancestral ou de traditionnel, enfin, selon ce qu'on met derrière le mot traditionnel, mais c'est quelque chose qui s'adapte avec le temps, qui s'adapte avec les innovations techniques, et notamment pour la pratique de l'abbati, c'est quelque chose l'abbati brûlis itinérant, c'est-à-dire on va cultiver une parcelle, puis ensuite on va l'abandonner. Oui, je n'ai pas dit précédemment, mais une fois qu'on a filé la culture, en général, on abandonne l'abbati à un reclus forestier de moyenne à longue durée pour le réexploiter ou même jamais le réexploiter pendant entre 2 ans et 50 ans. Du coup, l'abbati, et après on passe à une autre parcelle. L'abbati brûlis itinérant tel que je l'ai décrit là, c'est quelque chose qui n'est apparu que globalement à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'apparition avec la colonisation, qui a notamment introduit des outils en fer, qui a permis de valoriser des parcelles de forêt anciennes et loin des rives, donc un peu plus dures à abattre, alors qu'avec des outils lithiques, on ne peut pas forcément mettre en valeur n'importe quelle parcelle de forêt, et ça poussait un peu plus à exploiter soit des zones plus faciles à couper, des zones de palmiers, ou soit des zones plus faciles à couper, et à y revenir potentiellement plus souvent. Donc l'itinérance, en plus, elle avait été poussée par l'esclavage, la colonisation, les conflits, les chocs microbiens. Donc les gens se sont un peu rapatriés au plus profond des forêts. Ça, c'est pour montrer que c'est plastique et que ça a évolué. Pareil, c'est à partir globalement de ce moment-là où la culture du manioc, qui est aujourd'hui au cœur normalement de l'alimentation, on va le voir, des populations, de beaucoup de populations en Guyane, c'est à partir de ce moment-là où elle a pris de l'importance. Avant, c'était plutôt le maïs. Bref, il y a un certain nombre de facteurs, je ne vais pas m'étendre là-dessus vu que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, ça c'est le premier point sur l'histoire agraire. Deuxième point, c'est les vagues de l'orpaillage sur le Haut-Maroni qui ont participé à la pénétration de l'économie marchande sur le territoire. La première, ça a été à partir de 1885, où ça n'a pas extrêmement perturbé les activités vivrières parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est parce que le territoire était quand même assez isolé et qu'il y a eu une forme d'échange de services, notamment chez les Alukou qui ont loué leurs compétences techniques et un peu leur force de travail aux orpailleurs. Et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, là, notamment, à partir depuis une vingtaine d'années, la seconde vague de l'orpaillage, je me perds. D'abord, il y a eu la création, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la création des communes et la pénétration de l'État sur le territoire, qui, elle, a un peu modifié la structure économique locale en apportant un peu plus d'emplois formels. Et avec la monétarisation que ça a induit, a permis aussi de s'équiper en certains facteurs de production un peu plus. Donc, par exemple, je sais pas, des outils de pêche, de l'outillage type tronçonneuse ou pour l'abbati, ou plus de fusils, même si ça, je pense que ça fait quand même depuis assez longtemps qu'il y en a. Et donc ça, c'est la première étape de la monétarisation de l'économie. La deuxième étape, elle va se passer à la seconde vague de l'orpaillage, où là, il y a eu quelque chose d'assez marquant qui est arrivé dans les années 90-2000. C'est les filières logistiques liées à l'orpaillage, donc tout ce qu'on appelle les magasins chinois sur le fleuve, qui, eux, ont permis d'apporter un certain nombre de produits à prix cassé, qui potentiellement aussi ont apporté des débouchés économiques pour une partie de la population. Voilà, donc là on a à partir de ce moment-là une généralisation des outils thermiques,
donc tronçonneuses, groupe électrogène, et aussi une électrification qui a commencé au niveau des ménages, ce qui va avoir de l'incidence sur, là aussi, il y a des outils et des facteurs de production sur l'alimentation, c'est-à-dire un congélateur, par exemple, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans les pratiques vivrières. Par exemple, on va congeler les aliments plutôt que les boucaner comme on le faisait avant. Voilà pour le petit topo. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les activités vivrières elles-mêmes, elles évoluent, elles sont plastiques. Ce n'est pas quelque chose qui est ancestral et tout le monde les fait en fonction de ce qu'il a sous la main et de ce qui va être le moins fatigant, forcément, et le moins coûteux. Alors, première étape sur l'état des lieux de ces activités vivrières, on va parler des données d'Agripac, donc l'Observatoire de l'occupation du sol. C'est depuis 2006, tous les ans, il y a un ou une géomaticienne qui va prendre une photo satellite, qui va regarder les abattis qui sont créés, qui va les détourer. Et du coup, ça fait une banque de données qui suit les ouvertures d'abattis tous les ans. Les limites de cette donnée, c'est que c'est une surface, ce n'est pas quelque chose qui est associé à une personne, un agriculteur. Donc, on n'a que des données strictement surfaciques. Les objectifs de l'analyse de ces données-là, c'était de montrer quelle dynamique il pouvait y avoir au niveau de l'agriculture et potentiellement de ce qu'on a dit le constat initial, de servir de constat pour l'existence et la reconnaissance de ces activités vivrières sur le sud de la Guyane. Et à partir de ces données-là, sur la présentation, on va s'attacher à déconstruire un certain nombre d'idées reçues. C'est des choses qu'on entend assez souvent, un peu partout. Et on va voir si ces choses-là sont vérifiées par les données ou pas. Alors, la première, c'est l'agriculture formelle va couvrir les besoins du Haut-Maroni. Alors, si on compare un certain nombre de données, notamment donc l'agriculture formelle, elles sont suivies par la DAF principalement. On a 646 hectares de foncier agricole qui est déclaré et attribué à des personnes, dont 22% en concession d'agriculture itinérante, qui est un régime foncier particulier qui a été développé justement pour adapter à l'agriculture itinérante sur brûlis. Ensuite, on a ce qui est effectivement contrôlé et déclaré, c'est-à-dire que ça, c'est du foncier attribué. Ça, c'est tous les ans, les agriculteurs, le RPG, c'est les agriculteurs vont se déclarer à l'État quelle surface ils ont mise en culture, dont là-dedans le pourcentage en abattis brûlis, donc la moitié à peu près, et les surfaces agricoles effectivement exploitées en abattis brûlis, constatées, enfin et pas que d'ailleurs, aussi en agriculture fixe, constatées par l'Observatoire de l'occupation du sol Agripac. Et là-dedans, du coup, on a 89% d'agriculture sur brûlis. Ça donne quoi, ça donne 7,7% des abattis, entre guillemets, qui sont déclarés, formalisés, au niveau du RPG. Alors, ce que ça montre, ça, c'est que l'agriculture reste en grande partie informelle. Ce n'est pas forcément des questions de mauvaise volonté, de contrôle et tout ça, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qu'il faut montrer, c'est que là, les gens ne se formalisent pas. Il y a un certain nombre de raisons pour ça, notamment les coûts administratifs, les coûts d'information, c'est compliqué de faire les papiers, potentiellement on a une peur que ça influe sur d'autres revenus annexes, on va le voir un peu après, mais voilà, l'agriculture reste très informelle, dans un contexte où il y a des modèles de développement foncier qui sont en tension, il y a une raréfaction foncière, on ne va pas l'étudier exactement parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est quelque chose qu'on constate, et dans un contexte où il y a des projets de développement agricole qui se mettent en place sur la commune, notamment le projet de zone agroécologique du Maripasoula. Deuxième point, l'abattis occupe de plus en plus de place. Alors, première donnée, c'est ce que je vais appeler la SAU, donc surface agricole utile. Qu'est-ce que c'est? Ça va constituer en toutes les surfaces qui sont cultivées, plus le recru forestier. Alors ça, c'est un choix agronomique qu'on fait ou pas. Est-ce que le recru entre ou pas dans la surface agricole utile? Dans l'agriculture traditionnelle, on va compter les jachères dedans. Ici, vu qu'on est sur de la culture itinérante où potentiellement on ne va jamais revenir, c'est une limite. Mais globalement, ce que ça montre, c'est que même en comptant tout le recru forestier qui a été compté depuis 12 ans, et en sachant qu'il y a du recru qui est reclassé en forêt ancienne tous les ans aussi, on va avoir une légère augmentation, mais qui n'est pas non plus exponentielle. Au total, on a une emprise de l'agriculture depuis 10 ans, enfin 12 ans, avec aussi un peu ce qu'il y avait avant, parce qu'en première année, il y a
un certain nombre de choses qui ont été identifiées comme recul forestier, de 5400 hectares sur tout le territoire. Ensuite, pour un pendant à cette donnée-là, c'est la surface agricole effectivement utilisée, où là, c'est seulement les abattis qui sont ouverts dans l'année, puis les 2 années d'exploitation derrière, plus l'agriculture fixe et les pâturages. Donc voilà, ça, on a une donnée qui est beaucoup moindre quand même, c'est seulement 810 hectares qui sont en exploitation effective chaque année. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même certaines variabilités. Il y a plus de surface sur Maripasoula, ce qui est relativement logique parce qu'il y a quand même plus de concentration de population. Notez bien ces 2 petites montagnes, parce que quand on regarde juste après... Oui. Juste pour une petite définition, qu'est-ce que c'est le Haut-Maroni? Oui, excusez-moi, j'ai pas changé, c'est le Olawa qu'il faut comprendre. Donc le Olawa, c'est toute la partie qui est à partir de au-dessus Maripasoula-Bourg, donc c'est ici. Globalement, ce qu'on peut appeler le pays amérindien, donc avec les villages de Elae, Kayode, Taluen, Antekumpata et Pidima, qui sont les principales implantations, même si des petits écarts. Voilà. Voilà. Parce que globalement, en fait, ces trois unités-là, ce découpage, il est fait parce que ce n'est pas les mêmes réalités agraires et vivrières entre ces 3 zones. Même si, en plus, dans Papaïcheton, on va avoir aussi des réalités un peu différentes avec les écarts de Loka, Bonneville, New Assisi. C'est-à-dire que globalement, plus on s'éloigne des zones urbaines et des centres de connexion, plus les activités vivrières vont avoir de l'importance et la bâtie va être un peu différente. Voilà, donc deuxième point, donc la bâtie devient commerciale. Là, on voit qu'il y a une légère tendance baissière quand même sur les surfaces d'abattis ouvertes, donc ça vient un peu contredire le point précédent. Globalement, on peut se dire, voilà, l'abattis est en train de disparaître, mais quand on regarde le nombre d'abattis, on va voir qui est la surface totale, on va voir que c'est quelque chose d'assez stagnant. Ce qui est ouvert dans l'année, c'est 232 hectares. Là, vous voyez bien la variabilité interannuelle extrêmement forte, avec, comme je le disais précédemment, elle est compensée par le fait que les gens ont plusieurs abattis en même temps. Donc, quand on regarde sur les surfaces, ici, on a une variabilité interannuelle qui est beaucoup plus limitée. Et ce que ça peut montrer aussi, c'est que ces fluctuations vont avoir un impact. Ici, on a le prix moyen du couac sur le marché de Cayenne. Ici, 2 ans après la chute du nombre d'abattis, 3 ans, on a l'impact de la hausse du prix. Bon, alors c'est sur tout le territoire que ça s'est passé, hein, mais sur Maripasoula aussi. Voilà, donc là, on montre bien qu'il y a une certaine... comment on dit ? Non, quand il y a un truc qui est perturbé, qui revient à son état d'équilibre, une résilience, voilà, de la pratique de l'abattis. L'abattis se pratique de moins en moins. Donc ici, on a le nombre d'abattis ouverts par an. Donc là, on voit bien que là, au contraire, il y a une tendance haussière. Donc, ce qui montre bien, si on fait le rapport, la surface médiane, elle, est plutôt tendance à baisser. Pour le chiffre du nombre d'abattis, ça peut donner un ordre d'idée du nombre de familles d'agriculteurs sur le territoire. Sachant que, bien sûr, des gens ouvrent plusieurs abattis parfois une année et d'autres n'en ouvrent pas. Donc ça donne un ordre de grandeur. Entre 300 et 400 personnes pratiquant l'abattis sur tout le territoire du Haut-Maroni. On peut proposer cette hypothèse-là. L'abattis, dernier point, l'abattis est une menace pour la forêt tropicale, pour le parc. Alors là, on a la part, l'évolution du précédent cultural des abattis ouverts dans l'année. C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'on va réaliser son abattis? Est-ce qu'on va le réaliser sur de la forêt ancienne? Est-ce qu'on va le réaliser sur du recru forestier? Et là, c'est pour de l'abattis frais aussi. Donc on voit qu'il y a une légère tendance baissière à utiliser de la forêt ancienne, même si ça stabilise, où on est à peu près à moitié-moitié de recrues et de forêt ancienne utilisées. Qu'est-ce que ça dit? Alors, juste pour préciser, le petit reliquat d'abattis frais, globalement, c'est que sur l'identification, si quelqu'un fait un abattis ici cette année-là et que l'année d'après il en fait un ici,
le petit morceau ici, là, ça va être quelque chose qui va signifier là, ce petit reliquat-là. Là, l'hypothèse qu'on peut proposer par rapport à ça, c'est que c'est un équilibre qui se passe entre distance, occupation foncière et coût d'exploitation. On le verra un peu après. Pour un autre chiffre, pour montrer, pareil, pour démonter un peu la même idée reçue, les jachères sont de plus en plus courtes. On s'aperçoit que quand on regarde, ça c'est les pourcentages de toutes les surfaces par nombre d'occurrences d'abattis. Donc c'est-à-dire que depuis 12 ans, vous allez avoir 80% de toutes les surfaces qui ont été exploitées qui n'ont été utilisées qu'une seule fois. 17% qui ont été utilisées 2 fois et seulement un peu moins de 2% qui ont été utilisées 3 fois. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas non plus un vrai raccourcissement des jachères, que ça peut se faire selon la pratique, parce que l'abattis est un système extrêmement plastique, où on va moduler justement les durées de jachère et l'intensitivité d'exploitation foncière en fonction de sa disponibilité en main-d'œuvre, en trésorerie et de ses besoins en alimentation, en sécurité alimentaire. Ça montre qu'il n'y a pas non plus un raccourcissement des jachères. Pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses pour ça, on les verra un peu plus tard, mais retenez bien ce chiffre-là. Dernier point à ce propos, c'est la proportion d'abattis en exploitation par rapport aux surfaces qui ont déjà été cultivées. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur une tendance équilibrée. Donc ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que globalement, l'emprise totale de l'agriculture sur brûlis n'augmente pas plus que ça. Elle augmente dans ce qu'on voyait tout à l'heure, le premier chiffre, mais ça, c'est parce qu'on prenait juste l'emprise totale. Mais si on prend la proportion, elle n'augmente pas, donc il n'y a pas plus d'exploitation par rapport à ça. Pour reparler donc, de l'équilibre entre coût de production, utilisation foncière, j'ai 2 chiffres. C'est que la distance aux voies de communication, la distance médiane des abattis aux voies de communication est de 220 mètres. Ça veut dire que si on prend tous les abattis sur tout le territoire, on va jusqu'à la moitié des abattis, enfin jusqu'au milieu des abattis globalement, ce milieu-là, il est situé à 220 mètres d'une voie navigable ou d'une voie carrossable. Si on prend la distance à un lieu d'habitation, c'est à peu près 1 km. Alors attention, il y a des gens qui ont leurs abattis bien plus loin que ça, mais c'est que chaque abattis est situé à 1 km, le centre de chaque abattis est situé à 1 km d'une habitation. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer bien la concentration. J'aurais pu vous mettre une carte aussi, mais c'est pour montrer la concentration des abattis sur les voies de communication. Au final, ce ratio-là, il donne quoi ? Il donne 15% d'utilisation stable dans le temps de l'emprise totale par rapport à ce qui est effectivement exploité. Voilà pour l'état de l'art sur l'analyse des surfaces agricoles. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que c'est une activité qui reste largement informelle, qui se maintient dans le temps, avec une variabilité interannuelle forte, mais qui est compensée par la résilience du système de l'abattis. Une augmentation légère de la part du recru utilisé, dont on peut formuler l'hypothèse que c'est un équilibre qui se place entre la saturation foncière, c'est-à-dire le fait que tout soit utilisé près de chez soi, et la distance pour aller chercher de la forêt ancienne. Et là, plus on va loin et plus les coûts augmentent, donc moins ça devient intéressant. Ensuite, sur la baisse des surfaces, là, on peut proposer l'hypothèse que ça vient d'une optimisation de la main-d'œuvre et de la gestion de la fertilité du sol, c'est-à-dire qu'on va avoir moins besoin forcément de l'abattis parce qu'on peut acheter d'autres choses à côté. On va avoir moins de main-d'œuvre, on le verra après, parce qu'on a moins de familles, entre guillemets, qu'on peut faire travailler sur les abattis. Et on va avoir aussi potentiellement une diminution de la biodiversité cultivée, enfin, des différentes espèces cultivées. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui vont être abandonnées. Pas la biodiversité, là je viens de dire une bêtise. Pour le maintien des surfaces par rapport à l'augmentation du nombre d'abattis, là, on peut proposer l'hypothèse qu'il y a une dynamique de sécurisation foncière, c'est-à-dire qu'on va quand même garder des abattis pour maintenir le droit d'usage sur son territoire, que ça rentre dans le système de pluriactivité, on le verra un peu après, qui est en place, où
Du coup, on va avoir certaines activités qui vont permettre de rapporter des revenus et l'abbati en fait partie. Donc, il va perdre sa place, il va perdre un peu de place par rapport à ce qu'il avait avant. Ça, c'est la diminution de la surface, mais on va le garder quand même parce qu'il faut assurer sa sécurité alimentaire. Et dernier point, on peut voir que tout ce système-là évolue et que les pratiques encore s'aménagent, que le système de l'abbati Bauli est un système plastique qui permet d'ajuster sa production en fonction de ses besoins en main-d'œuvre, en trésorerie, en foncier et en fertilité par rapport au rendement attendu. Ça, si jamais il y en a que ça intéresse, on peut en parler un peu après parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Voilà. Je vous invite notamment à lire les travaux de la CCOG à ce propos. Voilà pour les abatis. Le deuxième point, le rappel des 24 heures. Donc le rappel des 24 heures, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est globalement, on va voir les gens, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont mangé sur les dernières 24 heures, en notant quand est-ce qu'ils l'ont mangé, combien de plats ils ont mangé, comment ils les ont préparés, et les différents ingrédients qui composent ces plats et d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc l'objectif, ça on en a parlé tout à l'heure. Les limites de cette donnée, juste rapidement, c'est la période qui a été concentrée sur 2 semaines sur chaque territoire. Donc forcément, on l'a vu, les activités vivrières, elles s'étalent sur toute l'année, donc on ne va pas manger exactement la même chose sur toute l'année. La précision parfois des enquêtes, on le verra, et le zonage, parce que cette enquête n'a pas été faite sur le Olawa, parce qu'il y avait trop peu de personnes et on ne pouvait pas les sursolliciter. Voilà. Pour finir, la taille de l'échantillon, on a 388 personnes au total, ce qui est représentatif statistiquement avec ces paramètres-là. Mais bon, ça se répartit sur Maripasoula et Papaichton, donc ça pose une question sur la représentativité. Voilà, le reste, c'est quelque chose qui est assez équilibré, assez représentatif des compositions démographiques des territoires. Pareil pour les langues, même si on a quand même principalement des Négué tongophones qui ont été enquêtés, donc principalement des Aluku, mais il y avait aussi des Djuka dedans. Pour l'âge, pareil, ça correspond au standard. Donc, les résultats en tant que tels. Globalement, combien est-ce qu'on a de prises d'aliments, c'est-à-dire, on peut dire, de repas par jour? On en a à peu près 3, avec 1,4 aliments par prise, c'est-à-dire on va manger à chaque fois qu'on va prendre un repas, on va manger 1,4 aliments. Donc c'est là où je vous parlais de la précision. On peut supposer qu'il y a un peu plus de repas et un peu plus d'aliments dans chaque plat qui sont notés, c'est-à-dire que les enquêteurs n'ont pas systématiquement relevé certaines choses, par exemple le cube Maggi qu'on va mettre dans tel ou tel plat. Ça, je pense que la précision laisse un peu à désirer par ça, mais en tout cas, ils ont relevé les principaux ingrédients et les principaux aliments. Les modes de préparation des aliments sont majoritairement faits à la maison. Avec les produits finis, c'est quelque chose qui va être acheté dans un restaurant ou fabriqué par quelqu'un. Et les produits industriels, c'est quelque chose qui est déjà manufacturé, qu'on peut manger directement. Et les amis, parce qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient. En termes de consommation, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ici, ça va être le nombre d'individus qui ont consommé, enfin la part d'individus qui ont consommé tel type d'aliment. Ici, ça va être le nombre d'occurrences de l'aliment dans le total de tous les ingrédients de la base. Donc là, ça donne un peu plus son importance dans le repas moyen, entre guillemets, et ça va donner plus son importance par individu. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de viande qui est consommée, de riz en féculent, on a dans l'ordre riz, puis pain, céréales et manioc, sachant que manioc, c'est principalement de la cassave et du couac. Ensuite, on va avoir quand même les légumes, qui ne sont pas en dernière position, le poisson, et ensuite des produits plus manufacturés, dont un certain nombre de féculents encore. Ça, c'est les 10 premiers. Hein. Il y en a d'autres dans les données, mais je ne vous ai pas présenté. Ensuite, ces ingrédients, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent principalement du commerce local. Alors, les ingrédients qui sont vendus en commerce locaux, c'est principalement... Alors, ce que j'entends par commerce local, c'est les commerces formels qui sont dans les différents bourgs, c'est-à-dire les principales épiceries, on va dire, du côté français. Donc, ça va être ce qu'on va acheter, c'est principalement de la viande congelée, du pain et certains produits manufacturés, entre guillemets, de luxe. Ensuite, les commerces du Suriname, donc ça c'est les commerçants chinois qui sont installés en face du côté Suriname. Ici, on va y acheter principalement du riz, des légumes, alors on va les acheter en face ou alors du côté français, mais là ils seront vendus,
enfin ça sera des produits qui viennent du Suriname, c'est pour ça qu'ils ont été classés commerce Suriname. Des boissons, soda, alcool, et des pâtes, et globalement tout ce qui est épicerie, petite épicerie. Ensuite, l'activité vivrière, elle va principalement concerner la production de manioc et de couac. Et ensuite, commerce informel, c'est les petites épiceries qui ne sont pas formalisées, les restaurants. Et fournisseurs informels, ça, c'est ce qu'on va appeler les filières de revente, principalement de produits vivriers, donc de chasse, de produits de la chasse, de produits de la pêche, et parfois aussi de production de manioc. Où là, ça concerne principalement du poisson. Pour les autres produits, c'est un peu plus à la marge. Pour faire le pendant, je vous mets en preview des résultats du profil alimentaire, où là, on a la provenance des différents produits. Donc là, c'est collecté un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque ménage, entre guillemets, où est-ce qu'il s'approvisionnait pour quel produit. Donc là, on voit juste deux différences par rapport aux résultats d'avant. C'est qu'il y a une importance des produits qui proviennent du littoral avec le fret, qu'il soit aérien ou via pirogue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la diapo d'avant. On peut supposer que c'est à cause de la temporalité, c'est-à-dire que ça, on ne va pas le faire tous les mois forcément, on va le faire quelques fois par an. Et quand j'ai enquêté, ce n'est pas forcément la période où les gens sont allés sur la côte et ont pu ramener des choses, notamment vu que c'était juste avant la rentrée scolaire. Donc on peut parier qu'à partir de septembre, il y aurait une plus grande importance dans le rappel des 24 heures des produits qui viennent du littoral. Voilà, mais bon, sinon après on retrouve le même ordre de grandeur avec épicerie locale et commerce Suriname. Toujours pour les mêmes on retrouve les mêmes répartitions des produits que précédemment, celles que je vous ai présentées ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ces données vraiment quantitatives, descriptives sur l'alimentation? C'est qu'on a une alimentation qui reste diversifiée avec une place importante de la viande, notamment la viande congelée. Des féculents qui sont d'abord à base de riz, puis de céréales et de pâtes, et enfin de manioc. Donc ça peut aussi relativiser l'importance qu'on donne au manioc, même si elle a une importance culturelle énorme. Ça, faut pas, ça le nie pas, hein, mais c'est juste qu'en termes de quantité, on a quand même une mutation, un changement des modes d'alimentation. On a une confection principalement domestique. Peu de différenciation, là je n'ai pas présenté le résultat, mais entre Maripasoula et Papaicheton, c'est à peu près les mêmes données. Et des modes d'approvisionnement qui sont principalement locaux du côté français, ou alors du fret aérien, avec certains produits qu'on achète seulement du côté du Suriname, et les filières vivrières qui produisent en termes d'importance principalement des produits à base de manioc, et à la marge du poisson qui vient de la pêche. Voilà pour le rappel des 24 heures. Pour ce qui est du profil alimentaire. Alors, l'objectif, ça, je vous l'ai déjà bien détaillé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a parallèlement à ça donc les études de filière dont je vous ai parlé. Là, je n'ai pas beaucoup de résultats qui vont vous être présentés, mais on va s'attacher à décrire notamment le budget des ménages et le budget des ménages. C'est principalement ce qu'on va présenter. Les limites de ces enquêtes, c'est que c'est des données déclaratives, que les estimations quantitatives qui sont demandées aux personnes, c'est quelque chose qui est compliqué d'avoir parce que vous-même, si je vous demande par exemple combien d'argent vous dépensez quand vous allez à tel supermarché, ça va être un peu compliqué à trouver. Donc ça a été un travail qui a été fait de maïeutique avec les enquêtés. Et la temporalité de l'enquête, encore, pareil, où elle s'est déroulée à une période spécifique, alors que forcément, on n'a pas les mêmes activités toute l'année. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu comme type de données collectées? Donc, le profil des données sur le profil de l'enquêté et la définition de qu'est-ce que le ménage, parce que forcément, on a des unités familiales qui sont un peu complexes, où on va habiter avec ses parents à côté de chez soi et on va partager une partie de la nourriture, mais pas que. Donc, on s'est attaché à bien essayer de séparer et définir la bonne unité pour l'analyse. On a défini le niveau d'équipement et le niveau de capitalisation, les différentes pratiques vivrières pratiquées, les consommations alimentaires, les modes d'approvisionnement pour l'alimentation, la structure budgétaire du ménage. Bref, en tout, ça fait un certain nombre de variables. On ne vous en présentera que quelques-unes. Ça, c'est le total, 155 ménages, dont répartis sur les différents territoires. Je vous présente ça, si jamais les données vous intéressent, je pourrais vous
vous les transmettre. Alors, sur le budget, j'ai des petites questions. Donc, à votre avis, quel est le principal poste de dépense pour les ménages? Carburant? Eh bien, non, c'est l'alimentation, le premier poste de dépense, avec plus d'un quart des dépenses pour les ménages. Ensuite, on va trouver deux dépenses fixes, donc l'eau et l'électricité. Ensuite, on va avoir les dépenses liées à l'éducation, puis les dépenses de transport qui sont séparées entre l'essence et le transport. Donc au total, c'est quelque chose d'un peu plus important. On peut dire que c'est de 10 à 15% des dépenses, donc ce qui les remonte un peu dans la part. Et voilà, après un certain nombre de dépenses, des dépenses arbitrables qui restent à la traîne. Quel est le revenu moyen par ménage et ou par personne? Une idée? Mensuel. Eh bien, on se trouve par ménage à 1 300 € et par personne à 300 €. Donc, par personne, si on a divisé sur le total des personnes. Sachant qu'il y a des enfants et tout. Donc, c'est un chiffre qui veut dire ce qu'il veut dire. Quel est le montant du budget mensuel moyen par personne? Ça, on l'a dit. Ah, oui, le montant du budget annuel mensuel moyen par personne, là, on tombe à 587. Pour la part des dépenses contraintes dans ce budget-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des dépenses contraintes? Des choses qu'on doit payer tous les mois, à laquelle on ne peut pas se soustraire. Donc là, ça représente quoi? Ça représente l'alimentation, l'eau, l'électricité, l'éducation, et je crois que c'est tout. Une idée? 300 €, on est à un peu plus que ça. On est à 66% du budget total qui est sur des dépenses contraintes. Donc, si je fais le rapport, ça fait à peu près 700 €. Le montant mensuel moyen du budget alimentaire, 160 €. Donc ça, c'est la part dans les dépenses contraintes. Et le montant du budget arbitrable restant, là, on est sur un chiffre négatif, le reste à vivre. Alors, bien sûr, ces chiffres, c'est quelque chose qui porte sur 155 ménages. On s'est attaché à inclure tous les revenus, notamment informels, c'est-à-dire les petites business, les petits reventes qu'on a à droite à gauche. Ça, c'est des choses qu'on a inclus dans les revenus. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas exhaustif, d'où le chiffre négatif, mais ça donne, pareil, un ordre d'idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, globalement, on a une part des dépenses contraintes qui est énorme, et donc un besoin monétaire important pour les différents ménages. Ça, c'est ça que ça veut dire. Parallèlement, quelle est l'importance des activités vivrières pour les ménages? Oui. Ces 155 ménages, ils sont cultivateurs ou ils ont d'autres activités? Non, ils ont d'autres activités. Il y a des ménages salariés qui ne font quasiment, d'ailleurs je crois qu'il y en a qui font pas d'activité vivrière, il y en a eu qui ont été enquêtés. Voilà. C'est toute situation confondue en fait. Là c'est toute situation confondue. Après, effectivement, il serait intéressant de regarder ça par différentes classes de revenus en fonction des revenus salariés, de pas de revenus salariés, de nombre de taille du ménage ou pas. Je n'ai pas eu le temps de faire ces analyses parce qu'il faut encore retraiter toutes les données et les nettoyer. Je me pose, c'est dans le cas où, je croyais que c'était essentiellement des cultivateurs, donc dans le cas où c'est des personnes qui cultivent, est-ce que dans les 27% qui sont dédiés à l'alimentation, c'est uniquement des dépenses directes, ou est-ce que finalement, par exemple, les dépenses qui sont liées à toutes les activités agricoles sont prises en compte dans cette part-là? Non, c'est une très bonne question. Effectivement, on anticipe un peu, mais dans la continuité de travail, il faudrait pouvoir évaluer la part de l'investissement par rapport à la part en revenus en termes alimentaires et l'inclure dans la modélisation budgétaire du ménage. Ça demande un gros travail, mais ça serait extrêmement intéressant. Mais on a un autre chiffre qui permet plus ou moins de répondre à ça, c'est la pratique des activités vivrières selon les ménages. Donc là, on a voilà. Ça, c'est la part des ménages qui pratiquent telle ou telle activité vivrière, la bâtie, l'agriculture, la pêche et la chasse. Donc, ça permet aussi de montrer quelle peut être l'importance des activités pour les différentes personnes. Mais pour répondre à la première question, ça, c'est vraiment ce qui est dépensé en argent sonnant et trébuchant pour acheter de l'alimentation. Donc voilà,
une certaine importance de la bâtie qui reste, mais une pratique de la chasse et de la pêche et là, c'est pas en termes de quantité et de fréquence, hein, c'est vraiment le nombre de ménages qui le pratiquent. Ça peut être juste aller à la chasse une fois par an. Alors, les conclusions par rapport à ça, un budget alimentaire élevé, des activités vivrières qui restent à la marge, et surtout, important, une faible masse monétaire à disposition des ménages et une faible part du budget arbitrable pour arbitrable. Excusez-moi, le logement, c'est gratuit? Le logement, effectivement, c'est quelque chose qui n'apparaît pas parce que la plupart des gens ne payent pas de logement, en tout cas dans les enquêtés. Un peu à Maripasoux-Labourg, mais la plupart des gens sont propriétaires, ont construit leur logement ou il leur a été transmis par un membre de leur famille. Donc effectivement, on n'a pas eu beaucoup de monde qui paye un loyer. Aussi par rapport à ça, hein, comme je le dis, ça a été fait pendant les vacances scolaires, il y a beaucoup de gens qui étaient en déplacement, c'est une des limites des données. Donc on peut supposer que les personnes justement qui ont un emploi et qui ont du coup le plus d'argent possible pour bouger n'étaient pas présentes là et donc n'ont pas été enquêtées. Donc c'est une limite des données, mais ça reste intéressant justement parce que cette surreprésentation peut-être des ménages les plus pauvres, c'est aussi ceux qu'on suppose avoir la plus grande pratique des activités vivrières. Les 27%, c'est intéressant parce que hier, il y avait la conférence de presse de l'INSEE sur la consommation de ménage sur la Guyane routière. Et le budget consommation pour l'alimentation, c'est 15,6. Ah bah ça, c'est sûr que les prix, de toute façon, c'est à peu près le double. C'est-à-dire que les ménages consacrent quasiment le double. C'est ça. J'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit, de traiter les données des filières, mais l'idée, c'était de faire des relevés de prix sur tous les produits et de faire un panier de consommation. Mais effectivement, moi, c'est ce que j'ai constaté par ce travail, c'est que les prix sont parfois du double de ceux qui sont pratiqués sur le littoral. Et la moyenne française est à 12%. Voilà, très bon chiffre pour comparer. Alors... J'ai juste une dernière question là, je peux revenir au tableau juste. Là, le revenu moyen par personne, donc c'est 300 €. Par contre, le budget à dépenser, là, le budget mensuel, c'est quasiment 600 €. Comment ils font pour boucler le budget? C'est le budget par personne. Le budget... C'est pas par ménage. Oui, c'est ça. Donc le revenu moyen par personne, ça va être 300 € et le budget moyen par personne, ça va être 600 €. Donc ils s'en donnent pas 300 € quasiment tous les mois. Non. Après, il faut savoir que c'est des chiffres... ceux qui sont par personne, c'est juste pour donner un ordre d'idée, mais c'est quelque chose qui se gère au niveau du ménage. C'est pas quelque chose qui se gère au niveau de l'individu. Du coup, au final, dans le budget par personne, il va rester plus élevé parce qu'il va y avoir des dépenses qui sont mutualisées. C'est-à-dire, typiquement, l'eau, l'électricité, même la plupart des dépenses. Donc, puis quand on a des enfants, eux, forcément, ils vont coûter moins cher qu'un adulte, entre guillemets, quoi. Alors, enfin, ça dépend. Hein. À partir de toutes ces données-là, on s'est attaché à essayer de modéliser justement la sécurité alimentaire et la place des activités vivrières dans la sécurité alimentaire. Donc là, on passe à la deuxième partie. C'est concrètement comment ça s'articule. Le premier aspect, c'est, on l'a vu, il y a un faible marge de manœuvre budgétaire, donc c'est de caractériser le dimensionnement du marché monétarisé. Donc c'est-à-dire, voilà, quels sont les revenus exactement des personnes. Globalement, la plupart des ménages, c'est composé de familles assez nombreuses, avec beaucoup de structures monoparentales. Même si ça peut être à relativiser parce que l'organisation de la conjugalité va varier selon les territoires et des fois des personnes qui sont recensées comme monoparentaux ne sont pas forcément toutes seules pour assurer les dépenses, mais quand même beaucoup. Un faible taux d'emploi formel localement, donc avec seulement 20% de la population active en emploi formel. Et la plupart sont dans le secteur des services et le secteur public, soins, éducation, santé. Donc, c'est des choses qui restent limitées en termes de volume. Et on a quand même 30 à 40% de la population qui est couverte par les minima sociaux, dont 75% en tirent tous ses revenus pour une moyenne de 950 € de revenus par mois. Donc, tout ça, c'est des données de la CAF. Voilà, ça donne bien l'importance... la faiblesse de la disponibilité en revenus monétaires
dont une partie des ménages va provenir des minima sociaux. Ce qui explique justement le reste à vivre négatif et le fait que, comparé au coût de la vie locale élevé. Deuxième point, le coût des activités vivrières. Donc ça, combien est-ce que ça coûte de se lancer sur les activités vivrières? Ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Ça nécessite un capital d'entrée qui est énorme, donc c'est-à-dire à peu près 10 000 € si on veut pratiquer la chasse, la pêche et l'abattis, et à laquelle il faut rajouter des amortissements de 2 300 €. Il y a aussi pour la pratique de l'abattis, en tout cas, un coût en main-d'œuvre qui est assez grand, c'est-à-dire à peu près 300 hommes-jours par hectare. Donc globalement, on cultive à peu près la moitié, hein, mais ça veut dire 150. Faut travailler 150 jours par an à peu près pour exploiter un abattis. Dans un contexte où, comme dit précédemment, on a des familles nombreuses, mais dont une bonne partie sont des enfants qui sont scolarisés, on ne peut pas forcément compter sur eux pour travailler à l'abattis, ça nécessite beaucoup de trésorerie pour payer du travail salarié. Souvent, c'est 40 € par homme-jour. Après, il y a des forfaits pour certaines opérations selon les endroits, mais il y a une trésorerie importante aussi pour payer la main-d'œuvre. Voilà, donc des coûts de production qu'on peut estimer à la louche, entre 800 à 3400 € pour la mise en culture d'un abattis, en comptant les consommations type essence ou le transport et la main-d'œuvre, qui sont les principaux coûts de production, donc main-d'œuvre et transport. Ça, ça donne l'idée des postes qui usent le plus les amortissements, donc notamment les outils, la pêche, beaucoup de consommables. Voilà. Donc, d'un côté, on a des familles qui n'ont pas beaucoup de revenus. De l'autre côté, on a des activités vivrières qui restent chères. Donc, deux choses qui sont un peu en opposition. Alors là, c'était un petit détail sur le transport. Voilà. Cette comparaison entre le coût élevé et la faiblesse des revenus, c'est que potentiellement, le coût élevé de la vie locale, c'est un moteur d'exode rural. Parce que les familles les plus pauvres ne vont pas pouvoir pratiquer les activités vivrières. Ça va être celles qui vont avoir déjà un revenu, qui sont bien ancrées localement, qui ont un capital technique important, hein, parce qu'il faut savoir faire les différentes pratiques, ça ne s'apprend pas en un jour, et qui ont une certaine trésorerie pour pouvoir investir là-dedans, parce qu'elles attendent un gain des activités vivrières qui va compenser le coût élevé de la vie, en tout cas, et qui va assurer leur sécurité alimentaire. Deuxième point, juste un petit topo sur les dynamiques démographiques, juste pour relativiser un certain nombre de chiffres, notamment ceux qui sont produits par l'INSEE, car l'INSEE recense toutes les personnes habitant sur le territoire, dont les orpailleurs clandestins. Juste pour donner un ordre d'écart, un ordre de grandeur de l'écart, voilà. En 2014, sur Maripasoula, on est donc à peu près 11 000, 12 000 personnes recensées, mais si on enlève les orpailleurs, on tombe à peu près à 6 000, 7 000 personnes. Juste pour donner un ordre d'idée du marché aussi de consommation qu'il peut y avoir. Toutes les données ont été calculées avec les données expurgées des orpailleurs. Deuxième point, juste sur les dynamiques démographiques. On observe des spécificités liées au territoire de Maripasoula et Papaichton, où il y a une certaine attractivité. Il y a un peu d'exode, mais on va avoir quand même une certaine dynamique locale avec une pyramide des âges qui est relativement équilibrée, des personnes qui reviennent s'installer sur le territoire pour le travail ou pour d'autres opportunités. Ce qui est quand même plus dynamique si on le compare à des communes comme Grand-Santi ou d'autres communes un peu plus bas sur le fleuve, où là on va avoir quand même beaucoup plus d'exode rural et un plus grand vieillissement de la population. Voilà. Alors, sur la production alimentaire et la réponse les activités vivrières aux besoins alimentaires du territoire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme données? On va avoir une production annuelle de manioc de à peu près 230 tonnes, ce qui fait, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 500 tonnes de manioc ou de semoule de manioc, de couac ou de cassave par an. 95 tonnes pour le poisson et 25 tonnes pour de la viande de chasse. Ça, c'est la part des consommateurs. Donc ça, c'est les chiffres que je vous ai mis tout à l'heure sur qui consomme quoi, du rappel des 24 heures.
ici, on va avoir le nombre d'abattis par ménage. Donc là, on voit bien que ça s'organise différemment selon les territoires. Sur le Haut-Maroni, on a 2 familles, entre guillemets, pour un abattis, alors que sur les autres, on en a beaucoup plus. Forcément, elles sont plus éloignées des centres d'emploi et marchands, donc on va avoir une plus grande prévalence des activités vivrières. Et puis, il y a aussi plus de ressources disponibles localement, notamment foncières, mais pas que. Concrètement, qu'est-ce que ça va couvrir comme besoin énergétique? Alors ça, c'est des besoins potentiels, c'est-à-dire, théoriquement, combien de besoins énergétiques totaux de la population peut nourrir cette production-là. Je ne dis pas que c'est exactement le cas, mais c'est un potentiel plus que vraiment une réalité. Donc, pour l'abattis, on est à peu près à 18% des besoins énergétiques. Pour la pêche, ça tombe à 1,33 et la chasse à 0,36. Donc, globalement, on est sur 1/5 des besoins de la population qui peut être couverte par les activités vivrières, avec vraiment une prévalence de l'abattis bien marquée. Non, ça c'est juste un ratio où j'ai divisé le nombre de ménages par le nombre d'abattis. C'est juste pour... en fait, je l'ai fait aussi par surface de culture, c'est juste pour montrer que l'importance selon les territoires va être de l'abattis dans l'économie locale va être un peu plus importante, quoi. Disons que là, on voit que sur le Haut-Maroni, il y a plus de ménages qui font l'agriculture que sur d'autres territoires. Donc ça, c'est pour les besoins énergétiques couverts et la place des activités vivrières dans l'alimentation globale. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur la sécurité alimentaire? C'est qu'elle a, au niveau de l'accessibilité à la nourriture, il y a des faibles revenus monétaires et un faible reste à vivre, une faible part arbitrable du budget. Et parallèlement, à l'opposé, on a un coût d'entrée qui est très élevé dans les activités vivrières et du foncier qui se limite. Du coup, ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? C'est que les plus pauvres vont subir l'exode rural, c'est-à-dire que le coût élevé de la vie et les minima sociaux ne vont pas leur permettre d'assurer leur subsistance et ils ne vont pas avoir assez d'argent pour investir dans les activités vivrières. Du coup, ils vont souvent migrer sur le littoral, à Saint-Laurent ou à Cayenne, où le coût de la vie moins élevé va leur permettre de se reposer uniquement sur les quelques revenus monétaires qu'ils ont. Ce qui n'est pas possible à Maripasoula. En revanche, à l'inverse, ceux qui ont un peu plus de marge d'investissement vont rester. Il y a aussi une dimension culturelle importante, donc vont continuer à pratiquer ces activités, et ce qui va leur permettre de se dégager un peu d'argent qu'ils auraient dépensé sinon en course pour répondre à d'autres besoins qui arrivent croissant avec la mondialisation. Ensuite, la disponibilité de l'alimentation. On a une autonomie partielle du territoire, on l'a vu, hein, si jamais demain il y a une crise mondiale, qu'une flambée des prix du pétrole et que tout le monde se met à remanger que du couac et du poisson, on peut tabler sur 1/5 des besoins comblés. Mais parallèlement, on a un coût de la vie locale qui est élevé, notamment lié à des problèmes d'infrastructure pour l'approvisionnement, en tout cas du côté français, et une certaine concurrence des filières formelles par rapport à des produits du Suriname, justement. Par rapport à la disponibilité, à l'opposé, ces filières logistiques de l'orpaillage sont aussi une opportunité, on peut le dire, pour les habitants. Et on peut se demander si elles n'avaient pas proposé certains produits alimentaires à des prix plus bas, si ça n'aurait pas poussé à l'exode rural sur les territoires. C'est un effet complètement paradoxal, mais c'est une question qu'on peut se poser du poids de ces filières dans l'économie des ménages. Ensuite, pour ce qui concerne la qualité, sur les activités vivrières, malheureusement, on a une augmentation de la pollution liée à l'orpaillage illégal encore, donc une qualité moindre. Une réduction aussi de la part traditionnelle, entre guillemets, dans le régime alimentaire, donc la consommation de couac, par exemple, comme on l'a vu, et des produits de substitution qui restent présents, mais peu accessibles, notamment en raison des risques sanitaires liés aux filières non contrôlées du côté Suriname, et nutritionnels, parce que forcément, il y a certains produits qui sont en difficulté d'accès, notamment les légumes du côté français, où on va plus accéder à des produits transformés.
Pour finir sur la stabilité, on a une variabilité des prix qui est très importante entre la saison sèche et la saison des pluies, due à la baisse des eaux qui surenchérit le coût du transport vers l'eau Maroni, notamment le coût de l'essence qui flambe. Ça se répercute sur les aliments, même si en général les commerçants essayent d'absorber les variations en faisant des stocks. Les habitants le font aussi avec l'essence, mais pareil, là encore, il faut avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir s'acheter un gros fût d'essence et le stocker pendant la saison sèche pour assurer sa consommation. Pour ce qui est de la stabilité, deuxième point, on reste dans des communes isolées et il y a un risque par rapport à ça, c'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a une flambée des prix du pétrole, ça va poser quand même des sérieux problèmes pour une grande part des ménages, on l'a vu en tout cas sur la part des besoins énergétiques couverts. Voilà pour la sécurité alimentaire. Si on veut conclure sur les activités vivrières, aujourd'hui elles se maintiennent, notamment la pratique agricole. Les pratiques de la chasse et de la pêche se concentrent plus dans les mains de spécialistes. Alors on ne l'a pas abordé directement ici, mais elles nécessitent souvent d'aller de plus en plus loin pour aller trouver les ressources nécessaires, vu que les ressources à proximité ont souvent été un peu surexploitées du fait de la densité de population. Du coup, ça a permis à certaines personnes de se spécialiser, de payer les coûts pour faire l'expédition et elles-mêmes redistribuent ces produits. Alors, il faut savoir que d'après les données des enquêtes chasse-pêche menées par le parc en 2014, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour l'argent et qui n'est pas vraiment rentable. C'est plus quelque chose d'ordre social, socio-culturel. Voilà, et parce qu'il y a aussi une demande localement, hein, il faut bien trouver sa place dans l'économie locale. On a un gradient inverse à celui de l'urbanisation et de la périphérie dans la pratique des activités vivrières. Hein. Ça, c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte. Des facteurs socio-culturels qui restent importants. Pour l'anecdote, dans les enquêtes sur le profil alimentaire, on demandait aux personnes quelles sont vos principales activités dans la vie. Et il faut savoir que la pratique de l'abbati était dans les premières places. Et même parfois avant la pratique d'activités salariées. Et dernier point, une adaptabilité de ces pratiques vivrières en fonction de ses moyens et de ses besoins. La part dans l'alimentation des ménages des activités vivrières, elle était importante, elle devient un peu moins importante avec la monétarisation de l'économie qui permet de substituer certains produits. En revanche, il y a un coût élevé local de la vie, donc ça reste intéressant de les pratiquer dans un contexte de faible emploi, même si potentiellement ça va évoluer, notamment avec l'ouverture du lycée à Maripasoula, qui va potentiellement créer un certain nombre d'emplois. Mais bon, ça va être de l'ordre d'une centaine, si on peut inclure des emplois de services annexes qui vont se créer, ça ne va pas non plus créer un appel d'air énorme. Un coût d'entrée dans les activités vivrières important, ça on l'a dit, donc forcément réservé à une certaine partie de la population. Un part de budget arbitrable qui est faible, donc on va pratiquer les activités vivrières pour en dégager plus et pour assurer sa sécurité alimentaire parce que les gens sont bien conscients que le territoire est isolé, qu'il y a des risques qui pèsent dessus. Au final, on peut dire que ça constitue une certaine sorte de rempart contre la pauvreté, en tout cas la pauvreté monétaire, où justement les personnes les plus pauvres sont soumises à l'exode rural. Les activités vivrières demain, comment on peut se poser la question de leur évolution. Il y a différents risques et des opportunités qui pèsent sur elles. Globalement, leur force, c'est assurer la sécurité alimentaire, leur intégration dans un système de polyactivité et leur plasticité. Leur faiblesse, c'est l'épuisement des ressources en fonction de l'intensité de leur exploitation et le coût d'entrée élevé. Les opportunités qu'elles créent, c'est une opportunité identitaire, c'est-à-dire que les personnes se construisent aussi en pratiquant les activités vivrières. L'isolement qui permet à ces activités de se maintenir en limitant la concurrence de produits importés et manufacturés. L'attractivité que ça peut produire sur le territoire, notamment en termes touristiques, mais pas que. Et ça, on va y revenir après. Les menaces qui pèsent de façon externe, c'est la formalisation progressive de l'économie. Jusqu'à où va-t-elle aller si demain, je pense qu'on propose un certain nombre d'emplois salariés bien payés sur le territoire, c'est possible que ça ne devienne se pratiquer qu'à la marge.
et l'exode rural, donc à l'inverse, en fonction du coût de la vie. Le dernier point que j'ai mis des deux côtés, elles peuvent être des opportunités ou des menaces, c'est les politiques publiques dans la reconnaissance de ces activités et dans l'intégration, le fait qu'on ne les laisse pas forcément dans un angle mort, mais qu'on les prenne en compte dans leur rôle qu'elles peuvent avoir, notamment pour la sécurité alimentaire du territoire. Voilà, donc demain, on peut se dire que tant que le territoire ne sera pas relié par la route au littoral, les activités vivrières se maintiendront, qu'elles ne se développeront pas forcément, mais en tout cas qu'elles se maintiendront plus ou moins sous une forme telle qu'elle est aujourd'hui, ou en tout cas adaptée aux contraintes locales. Voilà, alors en termes d'ouverture, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été décrit? Donc c'est l'alimentation et l'approvisionnement des ménages sur le Haut-Maroni, et les systèmes de production sur Maripasoula et Papaichton avec le travail de la CCOG dans le cadre du SDAOG. Les champs qui restent à explorer, c'est les systèmes de production sur le Haut-Maroni. Donc vraiment comment ça s'articule concrètement sur le Haut-Maroni, sur le Haut-Laouais, excusez-moi. Comment ça s'articule concrètement parce que ça a été un peu moins décrit. Moi, j'ai seulement fait quelques entretiens pour avoir les données nécessaires à mes calculs. La description des filières bois, artisanat et cueillette, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais ça a un rôle important. Le finage villageois, c'est-à-dire quelle emprise sur un village vont avoir ces activités vivrières, jusqu'à où est-ce qu'on va pour les pratiquer. Il y a un certain nombre de données existantes, mais il faut les rassembler dans un tout. Et bien sûr, la reproduction de ces méthodologies sur les autres territoires du parc, donc autour de Sahules et sur Camopi, Trois-Sauts. Les enjeux qu'il y a derrière tout ça, derrière ces activités vivrières, les enjeux principaux, c'est les enjeux sur le foncier. Je vous parlais d'angle mort tout à l'heure de politique publique. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a quand même une certaine forme de saturation foncière. Les gens ne vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin pour exploiter parce que ça coûte cher. Et on est dans une superposition de droits fonciers entre des droits coutumiers, des droits d'usage et des droits formels, institutionnels. Et même sur les droits formels, on peut distinguer plusieurs niveaux entre un niveau institutionnel national et un niveau local au niveau des municipalités. Donc voilà, il y a une superposition de droits, ça crée une certaine forme d'incertitude. Parfois, ça crée des comportements de sécurisation foncière où on va cultiver juste pour montrer qu'on est là. Voilà, donc ça c'est le principal risque qui pèse sur la pratique de la bâtie en tout cas. Les deuxièmes sources d'enjeu, c'est la temporalité de cette production de données. Là, on a une image à cet instant. Comment est-ce qu'on alimente ce suivi-là? Et l'accessibilité de ces connaissances, c'est-à-dire offrir ces connaissances au plus grand nombre. Et pour ça, pour faciliter l'accessibilité de ces connaissances, pourquoi est-ce que c'est important? Pour l'inclure dans les politiques publiques. Et là, la forme qu'on a pu trouver, c'est une potentielle publication de ces indicateurs dans une somme et la création d'un tableau de bord, d'un observatoire qui est accessible à tous à l'adresse suivante, auquel vous pourrez accéder depuis les petites tablettes si vous voulez voir à quoi ça ressemble, qui est une ébauche, mais qui montre quelle forme pourrait prendre un observatoire des activités vivrières ou en tout cas des activités humaines sur le territoire du parc. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Moi, j'ai été étonné de voir la part de la main-d'œuvre dans les coûts de production de la bâtie. Donc, c'est une main-d'œuvre salariée informelle, je suppose. Et pourquoi c'est pas de la main-d'œuvre familiale? Alors, ça se distribue très différemment selon les territoires. C'est pas de la main-d'œuvre familiale globalement parce que, comme je le disais, bon, d'un côté, on va avoir un peu les solidarités familiales, les liens de solidarité familiale élargie qui sont un peu recomposés avec la monétarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'on va s'être recentré un peu sur un noyau familial nucléaire, plus ou moins, même si encore ça varie. Deuxième point, la scolarisation des enfants, qui les rend moins disponibles pour le travail. Dernier point, comme je dis, ça se structure différemment, c'est-à-dire qu'à Maripasoula, effectivement, on va avoir beaucoup recours au travail salarié. Sur le Olawa, là, en revanche, c'est vraiment qu'à la marge.
auxquels on y a recours. Là, on va plus encore pratiquer des choses, le mayuri, donc c'est-à-dire des travaux collectifs à certaines périodes, où là, on va savoir un coût aussi parce qu'il va falloir payer la nourriture, donc ça a un certain coût, c'est de l'ordre, selon le nombre de personnes, entre 100 et 300 euros. Hein. Si on a 20 personnes et qu'il faut nourrir tout le monde, ça peut coûter assez cher aussi. Mais bon, ça permet de faire pas mal de travail aussi. Et même d'ailleurs, un truc rigolo là-dessus, c'est qu'il y a les cas où sur le Haut-Maroni, on a un recours à de la main-d'œuvre salariée. Ça va être des migrations de main-d'œuvre où c'est des personnes qui viennent sur les villages et qui vont demander à travailler plutôt qu'on les appelle et on les fait venir pour faire les travaux. Ça va être des Indiens qui viennent, j'ai pas tout à bien tracé lesquels c'était, mais qui viennent du Suriname, des trios notamment, mais pas que. Où eux, ils vont venir dans les villages à certaines périodes pour demander à ce qu'on leur donne du travail et les personnes vont leur en donner si elles ont l'argent, qu'elles ont la flemme entre guillemets, ou alors qu'elles sont malades ou qu'elles n'ont pas assez de personnes dans la famille. Voilà. Mais elles s'en passeraient. Enfin, c'est pas une filière qui est organisée depuis ici, c'est plus les gens qui viennent pour chercher du travail. Sur Papaichton Maripasula, il y a des choses un peu plus structurées avec le pays Njuka de la Tapanaoni, du côté Suriname, du coup, qui fournit un peu de main-d'œuvre aussi. Il y a un deuxième point aussi, pourquoi est-ce qu'on recourt à de la main-d'œuvre, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont techniques. Donc il faut avoir le matériel. Par exemple, typiquement pour la coupe des gros arbres, il faut avoir une tronçonneuse, il faut savoir faire tomber les gros arbres. C'est un travail qui demande un certain nombre de muscles. C'est-à-dire que pour porter une grosse tronçonneuse comme ça pendant une demi-heure pour couper un arbre, vraiment, il faut. Moi j'y arriverai pas. Hein. Et que du coup, dans certaines familles, par exemple, où traditionnellement c'était les hommes qui faisaient ces travaux, les hommes qui ont plus migré pour trouver du travail ailleurs, eh ben, ils vont plus être là pour faire ces travaux, donc on va requérir à des jobbers pour faire ces travaux-là. Voilà, je sais pas si... Et dernier point aussi, pareil, sur l'équipement, sur la transformation. Parfois, on paye aussi pour de la transformation, ou alors on fait jouer la solidarité sur le Haut-Maroni en échange d'autres services. C'est par exemple pour utiliser une garageuse, un broyeur à manioc, ou faire du couac, ou des choses comme ça. C'est aussi des opérations, si on n'a pas le matériel, vu qu'il coûte cher, où on va aller voir le voisin pour qu'il le fasse pour nous. Oui. Et je me demandais sur les enquêtés, est-ce que vous avez localisé les gens qui avaient un abattis, est-ce que vous avez localisé où était leur abattis? Parce que du coup, il y avait peut-être des croisements à faire entre les histoires de coût et la distance, les histoires de productivité aussi, qui peuvent être un peu réduites selon la distance entre le lieu de vie et le lieu de l'abattis. Et j'avais juste une autre remarque par rapport aux disponibilité du foncier. Il peut y avoir aussi des conflits d'usage, notamment par rapport à l'activité aurifère, où il y a l'activité aurifère illégale, mais il y a aussi le ZOM, le schéma départemental des orientations minières, qui est très, très permissif à Papaichton et à Maripasula. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette question-là de l'usage et de voir s'il n'y a pas des conflits. Au niveau du SDOM, je vous avoue que ça, j'en sais rien du tout. Je sais en revanche que sur le Haut-Maroni, la pratique de l'activité, de l'orpaillage illégal pèse sur les activités vivrières. C'est que globalement, ça a réduit le territoire de pratique des activités dans deux sens. Bon, déjà, il y a la pollution liée à la chasse et la pêche. Il y a le fait que les orpailleurs pratiquent aussi la chasse et la pêche, donc épuisent les ressources. Et il y a aussi, pour les abattis, des vols. Voire des intimidations. Je ne crois pas qu'à ma connaissance il y ait eu encore de violences type meurtre ou quoi, mais ça pose un vrai problème et les gens vont s'aventurer moins loin. Les femmes ne vont plus s'aventurer seules à l'abattis. Donc vraiment, ça, c'est des choses qui pèsent sur les gens et dont on peut supposer que ça joue vraiment sur les pratiques notamment dans la distribution des abattis en fonction du territoire. Ça, c'est vrai. Après, il y a très peu d'autorisations d'exploitation. Je crois qu'il n'y en a que 2 en zone d'adhésion. Par exemple, au nord du bourg de Papaichton, il y a actuellement une autorisation d'exploiter. Et en fait, le SDOM, lui, il va faire un buffer de 2 km autour des pôles de vie sur tout le Haut-Maroni. Mais en dehors de ça, finalement, on peut
pouvez exploiter le sol et le sous-sol à peu près partout. Ouais, mais de fait, il n'y a que deux sites À part le cas. en zone d'adhésion, en vert clair, évidemment aucune en zone de clair. Oui, c'est vrai, mais bon, ça pose quand même la question parce que, en tout cas, l'autorisation d'exploiter qu'on voit au nord du bourg, c'est aussi un endroit où il y a de la bâtie actuellement. Donc, il y a quand même cette question-là qui est à poser parce qu'en plus, il y a l'autorisation d'exploiter qui est un petit rayon. Il y a toutes les incidences qui sont beaucoup plus importantes et qui sont sur une superficie beaucoup plus importante. Donc ça, je sais que au niveau de la commune, on se pose beaucoup la question en ce moment parce qu'on travaille sur l'élaboration du PLU à l'agence avec la commune de Papa-Richemont. C'est vraiment des questions qui arrivent beaucoup parce que dans l'identification d'un zonage agricole, s'il y a une autorisation d'exploiter en même temps, ça peut Et quel est l'intérêt j'ai vu qu'il y avait des abattis qui sont sur le registre parcellaire géographique, sur le RPG, qui sont officiellement déclarés, mais quel est l'intérêt de déclarer un abattis? Il n'y a pas d'aide? Si, il y a des aides. En fait, on peut le pratiquer donc, soit sous plusieurs formes foncières. Il y a les concessions agricoles, il y a les zones qui ont été attribuées, il y a des zones d'attribution où il y a eu des attributions massives, et il y a les concessions à bâti itinérants qui sont sur une vingtaine d'hectares avec une exploitation progressive sur 20 ans du territoire. Et effectivement, il y a des aides qui sont accessibles, les aides handicap naturel notamment. C'est 300 € par an. Mais c'est des quoi? C'est des ICH, des indemnités de Entre 260 et 300. Et alors on peut se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui vient déclarer ses surfaces abatties pour alléger le budget d'exploitation? Il y a certaines conditions, il y en a à peu près 5, donc pour remplir 5 conditions en Guyane, c'est difficile. C'est ça, il y a beaucoup de... Et puis il y a une barrière administrative qui est énorme, c'est-à-dire que les personnes de Maripasoula, de la DAF et du CFPPA... Il y a 5 ans, j'avais fait un effort sur Apatou pour essayer de faire venir certains agriculteurs dans le domaine, dont elle fait des campagnes pendant 15 jours, 3 semaines. Sur 100 personnes, on est arrivé à en quasi une douzaine, parce qu'il manque, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de revenus agricoles. Pour avoir une subvention, il y a un minimum, je dirais, de base à avoir. Il n'y a pas de revenus, mais il y a une production. Oui, mais il n'y a pas de revenus de la personne, il n'y a pas de déclaration fiscale, il n'y a pas... Ah oui, La barrière administrative, elle est là. Il y a... La carte de séjour, il faut avoir le papier administratif qui correspond. Après, le titre de propriété, vous avez le maire qui dit que vous exploitez. Mais c'est sûr. Là, elle a fait l'effort de faire venir. et du coup, c'est 300 hectares à l'année. 300 €. 300 € l'hectare à l'année. C'est ça. Oui. Donc ça fait 150 € sur un abattis moyen de 1,5 hectare. C'est ça l'enjeu. C'est les étapes qu'il faut dans la formalisation, c'est-à-dire qu'il faut un SIRET, il faut faire une demande de foncier, il faut s'inscrire à la MEXA. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il y a une certaine somme, j'avais fait le total quelque part, mais pas ici. Ça demande une connaissance administrative pour des gens qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française, qui n'ont pas forcément tous les papiers. J'ai rencontré des apatrides, notamment sur le territoire, qui sont souvent les plus pauvres. Et en plus, vu qu'il y a une bonne partie des agriculteurs qui n'ont pas de revenus, et dont certains touchent des minima sociaux, il y a aussi une crainte qui a été confirmée par des erreurs administratives, que ces revenus-là soient supprimés ou soient en baisse. Et en plus, ça nécessite de tous les ans déclarer un revenu. Enfin, c'est pas vraiment intéressant de se formaliser par rapport à l'effort administratif pour le bénéfice. Quoi. L'enjeu est faible parce qu'on va Par gagner faire le décor, les subventions jours de sont manœuvre. versées 2 ans après. Voilà. La déclaration. Je crois que Ça, c'est l'Europe. désormais, c'est tout par Internet depuis 2 ans en plus. Non, mais le versement. Oui, non, mais avant le versement, l'étape d'enregistrement, toutes ces étapes-là, c'est quasiment exclusivement par Internet, je crois. Oui, non, tous les primo arrivants sont faits par la DAF. Ouais, du coup, les personnes n'ont pas un intérêt particulier à se formaliser dans un système de polyactivité
Les principaux cas où elles le font, c'est principalement pour la demande foncière et pour titulariser son foncier. Pour le reste, on ne le finalise pas forcément. D'autres questions? Même est-ce qu'il y a un ressenti général justement de la population par rapport à ces activités qui sont pour elles finalement une menace? Parce qu'en fait, d'un côté, elles vendent leur production. Merci. Mais effectivement, après, sur le plan du foncier, ça peut constituer une menace. Est-ce qu'aujourd'hui, on ressent certaines tensions auprès de ces populations, hormis ce que vous avez évoqué tout à l'heure, finalement, une certaine crainte, les femmes ne s'aventurent plus trop sur les abattis seules, parce qu'elles auraient peur d'être attaquées, mais quand même, finalement, l'activité d'orpaillage est aussi un débouché pour elles. Est-ce qu'elles en sont conscientes? Ça c'est une question qui est pas... Enfin, en tout cas, moi, dans les revenus des familles, c'est arrivé dans certaines où il y avait une personne qui pratiquait l'orpaillage, mais c'était assez rare. Au final, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est quand même deux économies qui sont à peu près séparées, même si à la marge, il y a peut-être quelques personnes dans le bourg qui vont se faire de l'argent, des restaurateurs, des choses comme ça, mais même les filières logistiques, l'alimentation, ce n'est pas des choses qui sont perméables, qui sont assez séparées, et en termes de revenus dégagés, ça reste assez séparé aussi, assez séparé. Les gens qui pratiquent l'orpaillage, ça va être des Brésiliens qui viennent du Brésil, quelques personnes qui viennent du Suriname et ou de France, mais ça va être minime. C'est pas comme effectivement dans la première vague de l'orpaillage où là les Aloukou avaient une grande place sur l'organisation des filières. C'était eux qui géraient les filières logistiques en fait, qui étaient piroguiers et qui faisaient le travail de monter les campements. Aujourd'hui, c'est un peu différent, il y a vraiment une séparation. Après, sur le foncier, là où moi j'ai identifié des tensions, même si ce n'était pas vraiment mon sujet d'étude, c'est plus sur les jeunes en fait. Si une personne veut s'installer et qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour partir loin et qu'elle n'a pas une famille qui peut lui céder des droits d'usage, elle ne va pas pouvoir pratiquer la bâtie même si elle le veut. Après, vraiment, je ne suis pas allé suffisamment sur ce sujet pour pouvoir parler de tensions foncières. Je sais que ça s'organise différemment entre Maripasoula, Papaichton et ces écarts où il y a une plus grande prévalence du droit coutumier qui est un peu plus reconnu et qui est instauré, qui a un peu plus survécu. Maripasoula, où c'est une commune qui s'est créée un peu ex nihilo, où donc il n'y avait pas forcément ces droits coutumiers, où il y a eu des droits d'usage qui sont installés avec les premières familles qui ont habité à Maripasoula, mais où du coup, et où il y a un peu plus de sécurisation et de spéculation, d'appropriation foncière, où on va mettre des cultures pérennes et tout, pour montrer que c'est bien à nous, parce que là, il y a plus d'incertitude sur le droit. Et sur le Haut-Maroni, là, il y a eu un peu un effondrement, ce que je dis, c'est assez subjectif, hein, mais justement du droit coutumier, et où aujourd'hui, même si tout le monde est au courant de qui fait quoi, c'est un peu chacun va où il veut, quoi, tant qu'il y a de la place et qu'il n'y a pas personne qui a déjà un droit d'usage dessus, quoi. Et où il y a un peu plus de place que sur Maripasoula et Papaichton. Donc là, effectivement, on peut se poser la question de l'évolution du statut des SDUC, parce que voilà, quelle est la référence, quelle est l'autorité au niveau des SDUC aujourd'hui? On peut se poser la question entre des personnes qui sont détenteurs, qui sont reconnues comme détenteurs des savoirs traditionnels, qui ne sont pas forcément les mêmes personnes que des chefs coutumiers, et en plus derrière on rajoute à ça les élus, qui peuvent être aussi des personnes différentes. Donc on a vraiment plusieurs niveaux de responsabilité qui entraînent une dilution, et le risque, c'est un peu une tragédie des communs. D'autant que des gens, moi, m'ont dit, là j'ai recoupé cet abatis-là pour montrer qu'il a moi. Les gens ont conscience que potentiellement le statut foncier va changer et ils veulent s'assurer des droits d'usage. C'est exactement ce qu'on voit en fait sur les pôles de vie aujourd'hui, sur les zones urbaines. En fait, les conflits là en ce moment ils arrivent plutôt sur les zones urbaines, où justement les gens pour opérer leur parcelle, en fait, ils font une dalle et après il peut ne plus rien se passer pendant 4-5 ans, mais la dalle est là, donc c'est marqué. Mais c'est vrai que sur les bourgs de Maripasoula et Papaichton, il y a des conflits qui commencent à arriver. Les gens qui sont là-bas commencent à le voir. Donc potentiellement, ça va peut-être arriver aussi sur les zones agricoles qui sont en frange de ces zones urbaines où justement il y a une raréfaction du foncier. Et
les zones qui seront les plus proches seront peut-être les plus demandées. Tout à fait. C'est Marie Passoula, on peut observer ça.